Vous avez l'habitude de suivre où des acteurs politiques viennent étoffer leur argumentation. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que c'est un jour spécial. 4 janvier 1959, 4 janvier 2022. 63 ans après, où sommes-nous? Il est toujours important, comme un grand homme m'a dit, de connaître l'histoire. L'histoire nous permet de connaître le passé pour que nous puissions prévenir l'avenir ou ne pas faire les mêmes erreurs dans l'avenir. Que s'est-il exactement passé? Où est-ce que nous avons fauté pour corriger? Parce que si après l'échec on ne réfléchit pas, on se détruit davantage. Raison pour laquelle j'ai invité des sommités, j'ai invité des personnalités dans chaque domaine précis, mais pour qu'on réfléchisse. Un pays qui est un scandale géologique, comme on l'a dit, moi je me pose toujours la question si c'est vrai. Un pays qui n'a pas seulement de richesse en termes de sol et de sous-sol, mais des potentialités aussi en termes d'hommes. Mais comment ce pays vit dans une situation assez complexe, compliquée aujourd'hui. Réfléchir. Pas des débats, comme on a l'habitude de voir depuis un certain temps chez nous, où on voit les gens s'entrer dedans, et au bout du compte, on n'a rien compris à la fin. Mais des débats où des gens réfléchissent, des gens analysent, des débats qui peuvent traverser le temps et servir aux générations futures. C'est pour ça que nous avons invité 4 personnalités que nous allons recevoir sur ce plateau. Le premier, il est politique. Il a été directeur de cabinet du Sphinx, Étienne Tshisekedi Amulumba, connu, adulé, adoré même par certains. Il a œuvré à ses côtés. Mais c'est parmi les acteurs politiques assez quand même méticulés, qui réfléchissent assez bien, et qu'on avait besoin de lui sur ce plateau pour creuser avec lui sur cette question 63 ans après les martyrs de l'indépendance. À quoi auront servi ces morts? Le Belge est parti. Qu'avons-nous fait de notre pays aujourd'hui? Était-il tôt? Devrions-nous être indépendants en ce moment-là? Était-ce une erreur? Est-ce que ce que Frantz Fanon avait dit, que la prochaine guerre, ce sera pas du colonisateur avec le colonisé, mais ce sera du colonisé entre eux? C'est des questions qu'on va réfléchir. Un pays où la force publique hier est allée de victoire en victoire, de 40 à 45. Vous vous souviendrez d'Éthiopie, Birmanie et consorts. Aujourd'hui, on doit demander l'aide à l'étranger. Que s'est-il passé avec le Grand Congo? Réfléchir. Albert Moleka, bienvenue. Bonjour Peter. Le très pondéré, comme moi et certains amis, nous vous appelons intimement. Merci pour l'invitation. Merci. C'est l'homme politique. Après l'homme politique, c'est l'artiste musicien. Ces artistes, hier, qui chantaient d'une certaine façon, avec des sujets et des thèmes intéressants, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous assistons à l'abrutissement du Congolais. Un artiste, encore une fois, un univers, un intello, un artiste trié sur le volet qui a une réflexion assez poussée. Jean Goubal Kalala, bienvenue. Merci Peter. Moi je t'appelle souvent Jean. Ah ok. Bonne année. Bonne année. Troisième invité, ça c'est le côté artiste. Hein. Et maintenant c'est du côté des serviteurs des dieux. Est-ce que la religion, l'église, l'opium du peuple, est-ce que cet état d'esprit, cet état de choses où on doit nous dire Nzamba Kosala n'a pas beaucoup participé à nous appauvrir, à attendre un Dieu qui devrait venir quelque part pour nous sauver? Regarde les situations que nous vivons. Il fallait avoir un serviteur de Dieu sur ce plateau. Mais au-delà du fait d'être serviteur de Dieu, encore un univers. Un intello
juriste de son état, qui a un cabinet d'avocats connu, le cabinet Lukanga, maître Serge Lukanga, mais apôtre aussi Serge Lukanga, représentant légal de l'église Cité de Paix. L'homme de Dieu, bienvenue. Merci, nous vous saluons et bonne année à tous. Bonne année. Enfin, dernier invité, c'est les médias, c'est la presse. Quel est le rôle que nous jouons aujourd'hui? Il vous souviendra que pour passer de l'État indépendant du Congo à Congo belge, il y a eu un journaliste du nom de Edmond Morel qui a fait un travail, montrer des Congolais avec des moignons, poussant le roi de Belge à céder l'État indépendant du Congo à la Belgique. Que fait la presse aujourd'hui? Que font les médias aujourd'hui? Servent-ils réellement à changer un pays ou est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à la traîne? C'est comme ça que j'ai invité, non seulement que c'est un aîné, c'est pas le meilleur de ma génération, de sa génération. Une valeur dans mon domaine. C'est une fierté sur mon plateau. Willy Kalingai, bienvenue. Merci. Merci. Voilà, le décor est planté. Première question, je reste avec vous. Willy Kalingai, je reste avec vous. 63 ans après, aujourd'hui, de manière générale, lorsque vous regardez le pays, où en sommes-nous aujourd'hui? Avons-nous avancé, régressé? Pourquoi? C'est une question difficile parce que l'évaluation est toujours duel. Hein? Mais comme je vais paraphraser un homme politique d'heureuse mémoire qui disait que le Congo a vieilli mais n'a pas grandi. C'est Arthur Zaïgo. Il n'avait pas tort. C'est vrai que les temps passent, mais le temps, quand vous ne l'utilisez pas à obtenir des résultats, ce temps ne vous sert à rien. C'est vrai que nous avons beaucoup évolué. La question principale, est-ce que nous sommes encore un pays? Je dis oui, nous sommes encore un pays dans les frontières héritées de la colonisation. Sommes-nous encore une nation? Je dis oui, nous sommes encore une nation parce que de toutes les façons, nous avons préservé l'ensemble des peuples qui étaient ici à l'heure de l'indépendance. Sommes-nous un pays prospère? Je dis non, malheureusement. Nous sommes aujourd'hui dans une très grande pauvreté parce que toutes les choses qui nous ont été données, notamment les ressources naturelles dont vous parlez, je vous confirme que nous sommes un véritable scandale géologique. Et aujourd'hui, la nature nous pousse tellement vers l'avant qu'aujourd'hui, avec les problèmes du réchauffement climatique, avec la transition énergétique, avec la transition même écologique, notre pays, c'est ce qu'on appelle pays solution. Donc, en tant qu'espace, nous avons encore l'essentiel de nos atouts. Mais en tant que société, en tant que civilisation, nous sommes très loin du rêve du père de l'indépendance. Nous avons failli sur plusieurs choses et c'est de la faute humaine. Voilà ce que je peux dire. Notre pays, nous l'avons conservé. Notre pays a encore la puissance nécessaire pour se lever et monter. Mais notre pays doit exister comme une intelligence collective. Nous avons perdu le travail en communauté. Nous sommes aujourd'hui malheureusement engagés dans les quêtes personnelles. Personnelles au sens de l'individu, personnelles au sens des communautés, personnelles au sens des sensibilités. Chaque groupe estimant qu'il peut se sortir du lot sans les autres. Voilà ce que je peux dire d'entrée des jeux. Albert Mouleka, le Belge est parti, le Congolais est resté gérer lui-même, la situation est ce qu'elle est, peint comme par Willy Kalingai. Selon vous, c'était pas tôt de réclamer cette indépendance? Selon vous aujourd'hui, à quoi auront servi tous ces morts? Aujourd'hui, là où ils sont, lorsqu'ils nous regardent, sont-ils heureux ou malheureux? Je ne pense pas qu'on peut, quelle que soit la circonstance, dire à un individu ou à un peuple qu'il est trop tôt pour que tu gagnes ta liberté. Parce que la liberté, c'est un don divin. L'autodétermination, c'est un don divin. Même Dieu a accepté l'autodétermination des hommes.
en suivant ce que Willy a dit, ce qu'on peut retenir, c'est que la grande absence que nous avons dans notre espace de vie, c'est l'État. Il n'y a plus d'État. Or, dans les discours d'aujourd'hui, nous parlons d'État de droit sans penser d'abord à reconfigurer et reconstituer un État. Donc un État, une structure qui fonctionne dans la gestion de tous les secteurs de vie d'un citoyen et qui soit à la hauteur des attentes des citoyens. De sorte qu'il soit possible, comme c'était dans le passé, d'avoir des populations qui étaient éduquées dans le civisme. Nous allons parler des années 59 avec le 4 janvier, et c'est une époque où les populations baignaient dans le civisme. Nous étions élevés, éduqués à l'époque, les mamans, les papas disaient toujours aux enfants, banga l'État. Donc craignez l'État. Pas dans le sens que l'État est une mauvaise personne, non, mais respectez l'État, respectez les lois, respectez les droits. Donc vous devez connaître ces lois, connaître ces règlements, et ce sont des choses que vous appreniez dès l'enfance. Mais il y avait un État qui remplissait ses responsabilités, tant au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement, mais cet État n'existe plus. Tué par qui? Ah, ça par l'histoire. Dans l'histoire maintenant, comment les Congolais ont traversé, parce que bon, c'est le peuple lui-même, comme chaque individu se crée sa propre histoire. Et donc l'histoire dépend de la mentalité, l'évolution de la mentalité. L'histoire dépend de la spiritualité. Un peuple qui n'a pas un esprit positif, qui n'a pas un esprit constructif, ne pourra pas bâtir sa nation. Et puis il y a aussi, bien sûr, les influences extérieures qui ont toujours été très importantes dans l'avancement du Congo. D'accord, Maître Serge, sauf que je vous appelle Maître Serge en même temps apôtre, mais dans ce domaine-là, en tant qu'intellectuel, lorsque vous regardez le Congolais aujourd'hui, le Congolais de 2022 et le Congolais de 1959, quelle analyse faites-vous, quelle différenciation faites-vous? Je voudrais rebondir à partir de ce que Willy a dit et ce que Hubert a dit. J'ai noté que ce qui nous manque et ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est que Willy a très bien dit quels étaient les rêves des martyrs. De quoi les martyrs rêvaient pour ce pays. Et on a transmis à qui ces rêves, ce que nous appelons vision. Qu'est-ce qu'on devrait faire de ce Congo? Alors, nous sommes précipités ou pas en prenant et à ne pas comprendre ce qu'on voulait faire de ce Congo par ces martyrs. Ce qui fait que nous sommes venus, nous arrivons et nous continuons sur cet état. Il y a absence de transmission, soit de l'héritage ou de la volonté de bien faire. Une continuité. Et ça manque. Cette cassure-là, c'est ce qui provoque qu'on dit qu'il n'y a pas l'État. Parce qu'on devrait partir de là. Les gens se sont sacrifiés, ça se sont des noms, pour qu'il y ait l'indépendance. Qu'avons-nous fait de cette vision de l'indépendance dans tous les domaines? Domaine spirituel, comme elle a dit, domaine économique, dans tous ces domaines, c'est là où le problème réside. Parce que comprendre cette mutation-là, changement d'un État à un autre, ça nous bloque. Mais on dit aussi que le Belge nous avait donné l'indépendance politique, pas économique. C'est ce qui a un peu chamboulé beaucoup. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que nous, on a retenu de Belge? C'est seulement... C'est quelle indépendance que nous avons pris? Et qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre pays? Si on ne comprend pas ce qu'on devait faire, un état des lieux de tout ce qu'on devait faire, c'est à partir de là que nous devrions nous concentrer pour qu'aujourd'hui, nous puissions produire quelque chose qui peut montrer que les Congolais réfléchissent et ont un avenir à défendre. Si nous n'avons pas d'avenir, si nous ne savons pas ce que nous voulons, nous allons demeurer, comme vous avez dit, de 59 à 2022. Et moi, je pourrais dire
une petite avancée ou une avancée non significative. Parce que ça ne produit rien. Donc, on a l'impression d'avancer, mais ce n'est pas significatif. Donc, on ne gagne rien dans cette avancée-là. Jean Gobal, on ne gagne rien. Qui est responsable? La question de la responsabilité. Le parent et l'homme d'État. La responsabilité, elle est à ce niveau-là. Mais moi, je crois que c'est plus l'homme d'État ou le politique. Pourquoi j'hésite pour appeler l'homme d'État? Parce que j'ai comme l'impression qu'on n'en a pas beaucoup. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on a mangé de spirituel pour devenir ce que nous sommes devenus? En fait, l'homme congolais, c'est comme l'impression qu'il n'existe même pas encore. J'étais en train de penser, chez moi à la maison, je me disais, quand on dit Kende Kelasi Okoma Moto, c'est-à-dire qu'on peut amener à l'école des chats, des chiens, des souris, parce que Okoma Moto, quand tu as fini, avant d'aller à l'école, n'est-ce pas qu'aux moto? Et quand on dit Okoma Moto, on parle des biens matériels. Nous sommes devenus un peuple qui se jauge par rapport à ce qu'il a, par rapport aux biens matériels. Et ça, on le voit partout. Un homme d'État, j'appellerais un homme d'État, un homme qui est au-dessus du matériel, au-dessus de l'avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour rendre service. Quand on vient pour s'enrichir en politique, c'est que sa place, c'est pas là-bas. Et le comble, c'est que la plupart de ces gens-là qu'on voit en politique, ils y viennent pour s'enrichir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je disais dans ma campagne? Je disais investir dans l'homme pour après investir dans l'humain. Investir dans l'homme de chair, en faire un humain, et puis mettre des projets dans l'humain pour la responsabilité, pour regarder l'autre. L'humain, l'homme avec un caractère de l'humanité. Voilà. La question de la responsabilité, peut-être que Willy a parlé de l'environnement, Bokilo, Papa a parlé de l'esprit, on a parlé d'économie, mais au centre, c'est l'homme. C'est l'homme que la famille accueille d'abord. Le parent a un projet pour ses enfants, mais ces familles ensemble forment un État qui doit être géré par des visionnaires qui ont un projet pour l'homme congolais. Vous savez qu'on n'a pas de projet pour l'homme congolais. Quand j'observe mon pays, je me dis, il n'y a jamais eu de projet pour l'homme. On vise à voir quel type d'homme dans 10 ans, dans 5 ans. C'est un projet. La question de la responsabilité, c'est une question cruciale. Quel est le geste que je pose maintenant qui aura des effets maintenant et d'autres effets dans l'avenir? Des effets horizontaux et des effets verticaux. Horizontaux, c'est-à-dire des effets dans mon entourage direct et dans le temps direct. Les effets verticaux, c'est dans l'avenir, la question de la responsabilité. Je suis en train de lire Machiavel. Il dit ceci. Il ne faut pas chercher à prendre des victoires de guerre avec des armées d'autrui parce qu'on va en devenir des esclaves. Moi, je me demande, est-ce que ces histoires-là, on ne les lit pas? L'art de la guerre de Sun Tzu, il dit que la guerre, c'est la question de la vie et de la mort. On doit y penser tous les jours. Les gens ont l'habitude de dire qui veut la paix prépare la guerre. C'est aussi la question de la responsabilité. C'est-à-dire que tu te poses des questions. Est-ce que nos voisins là nous aiment pour qu'ils viennent nous aider aujourd'hui? Vous parlez des Ougandais, des Rwandais. Tous ces voisins là, est-ce qu'ils nous aiment? Frère, quand je lis la Bible, c'est comme l'impression que l'Israël dont on parle, nous ne le connaissons même pas. Alors que nous y vivons. On parle de pays, des montagnes, des collines. Dans l'Israël, là, juif, là, il n'y a pas ces collines-là et ces montagnes-là. Il n'y a pas de l'or, il n'y a pas ces fleuves-là. C'est au Congo. Oui. Mais j'ai comme l'impression que
ce Mouyouda que nous sommes, nous ne nous connaissons même pas encore. Mais comment sommes-nous arrivés au point de demander de l'aide des armées étrangères pendant que le Grand Congo, avec la force publique, même je pense sous Mobutu, on a été quand même victorieux. Mais c'est ça la question de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps pour que le Grand Congo en soit arrivé là? On ne se connaît pas. On ne se connaît pas encore. C'est-à-dire que nous vivons comme des insectes. Nous ne vivons pas comme des humains avec un projet. Des humains attirés par la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, je veux recadrer parce que je crois que tu dois avoir un diplôme en philosophie. Je risque de mon nom philosophie. Je vais droit au but. Responsabilité. Quelle est la responsabilité des autorités, ceux qui nous gèrent, depuis Kasavubu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas eu des dirigeants capables de nous hisser à ce point-là? Moi, je vais vous donner maintenant, pour en arriver à la responsabilité de chacun sur ce plateau, d'abord, des responsables politiques, ceux qui nous ont gérés. Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, avec leur gouvernement, Joseph Kabila, aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne sont-ils pas à la hauteur? N'ont-ils pas été à leur place pour ce qui sont passés? Ou il y a autre chose? J'aimerais parler de ma responsabilité à moi. Peter, en tant que chanteur, en tant que musicien... On va y arriver. Justement, je commençais par l'État. Il va y avoir la responsabilité des médias, la responsabilité des pasteurs, des politiques. Là, on est chez les politiques et les autorités précisément. En tant que chanteur, j'essaie de passer des messages pour la construction de l'homme. Je connais mon peuple, je sais ce qu'il aime. Mon peuple aime ce qui le détruit. Cercle vicieux. J'ai parlé de la famille, j'ai parlé de l'État. Au niveau de la famille, les parents doivent éduquer leurs enfants. Éduquer ses enfants, ça demande des moyens. L'homme congolais moyen, c'est le fonctionnaire. Quels sont les moyens qu'on donne aux fonctionnaires pour éduquer ses enfants? La responsabilité de l'homme d'État. Mais si un homme d'État s'en va à la quête de l'argent, au lieu de rendre service à ces familles-là qui constituent l'État, alors sa place n'est pas là. Je suis arrivé à un point où je me dis toujours, finalement, Père, que ton règne vienne. Oh. Sincèrement, je suis arrivé à ce point-là. Le Congo, comme a dit Tata Simon, doit être géré par un homme de Dieu. Mais quand je dis homme de Dieu, je vois homme de Dieu à la manière de Moïse. Comment il s'appelle le gars que j'ai cité au début là? Machiavel, il parle aussi de Moïse. Moïse, c'était un homme de Dieu, mais avec ces trois pouvoirs dont parle Tata Simon. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Malheureusement, parce que nous ne nous comprenons pas bien, nous confondons pouvoir spirituel et pouvoir religieux. Le pouvoir religieux que nous n'avons même pas, c'est-à-dire que c'est l'effort que nous faisons pour aller vers Dieu, mais aller vers Dieu pour lui demander de faire encore, dans un pays où Dieu a tout fait. Et tout le monde vient puiser chez nous. Hein? Nous devons nous aider, c'est pour cela que j'ai parlé de moi. Nous devons nous aider à nous éveiller. Mais les gens qui doivent aider à éveiller doivent être aussi pris en charge par l'État. Mais cet État-là a qui pour prendre en charge les gens, les lumières de la nation? Personne, les gens sont en train de se bomber les poches. Ok. Ouvili Kalingai, la part des responsabilités de ceux qui ont géré, si vous regardez un pays sous Kasavubu et Lumumba, ensuite Mobutu, jusqu'à aujourd'hui. Je vais aller plus loin. Il faut qu'on puisse d'abord se mettre à la réflexion une constante. D'accord. Quelle est la constante? Quand vous regardez très bien les discours qui ont été tenus en République, je peux commencer avec les discours les plus lointains. Parce que nous avons connu une des plus féroces colonisations. On a brisé justement les sentiments d'humanité en nous et de la dignité humaine. C'est comme ça que les premières paroles de Mobutu Mbangu, c'est Mobutu Mbangu projette sur le Congo une vision. Il dit un jour viendra
C'est une vision. Ce qui fait que quand vous regardez, vous allez voir que les discours des Congolais ont développé ce messianisme-là en disant le bonheur, ça viendra. Ça viendra, demain ça viendra. Vous allez voir même quand Lumumba prend la parole, il dit un jour viendra où les Congolais écriront leur propre histoire. Quand vous voyez tous les hommes politiques, même quand vous allez par exemple à l'UDPS, on dit un jour le peuple vaincra. Il existe une constante dans le discours politique. Cette constante voudrait que les Congolais pensent que le mieux est à venir. Maintenant, là où ça blesse, si le mieux est à venir, alors ce que l'on fait est toujours provisoire. Nous sommes donc un pays qui a accumulé des décisions, des actes de manière provisoire. Donc, bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Un jour viendra, quand nous prendrons, nous, le pouvoir, vous allez voir, tout ce qu'on fait ici, c'est provisoire. Au point que les changements entre les différents régimes ne se sont pas faits avec continuité. Ça a été des ruptures, parce que celui qui vient, il s'approprie l'image du Messie annoncé. Quand Mobutu prend le pouvoir, il est le Messie annoncé. Parce qu'il y avait un désordre entre 1960 et 1965, Mobutu arrive, il prend le pouvoir pour mettre de l'ordre. Il s'approprie la vision de Simon Kimbangu. Quand vous arrivez, quand Mobutu s'en va, et que Laurent Désiré Kabila arrive, il est le Messie attendu. Le libérateur. Le libérateur. Donc, le temps attendu, vous avez beaucoup souffert, le moment que vous avez cherché, je viens de l'amener. Évidemment, vous allez voir que quand Joseph Kabila prend le pouvoir, on dit non, voilà, il va amener, c'est lui le Messie. Aujourd'hui, quand je vois Félix Antoine Tshisekedi, je vois la même attente. Les gens pensent que le moment est venu. Mais entre-temps, nous avons tellement œuvré dans les provisoires, au point que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions de démantèlement et non de construction. Quand Mobutu arrive, quand nous prenons l'indépendance, nous pensons qu'il nous faut nous décoloniser. C'est vrai. Mais la décolonisation est une perception à la réalité, à la liberté. La décolonisation, ce n'est pas détruire la route que les Belges ont faite. La décolonisation, ce n'est pas voler l'argent que les Belges ont laissé dans la caisse. Donc parce que l'État n'existe pas comme une structure impersonnelle, et je suis d'accord avec lui, parce que l'État a été détruit systématiquement par une culture du provisoire, je vous dis que c'est le provisoire, vous allez voir que tous les tests que nous avons pris, que ce soit tous les pouvoirs sont venus des négociations. Jamais le peuple n'a construit une structure puissante capable de générer cet homme dont nous avons besoin. Donc je dis, pour me résumer, que nous avons une mentalité du provisoire qui a établi dans notre pays le fait que nous prenons des décisions qui ne touchent pas les vraies problématiques. Deuxièmement, nous avons cette vision-là messianique qui a aussi une conséquence très grave. C'est que le messianisme, ça signifie que ça crée de la nostalgie pour ce pas. Comme l'avenir ne donne pas ce qu'on attend, on commence à magnifier le passé. Vous allez voir aujourd'hui. À défaut d'avoir un bon avenir. On commence à dire non, Kabila Zonagaka. Et du temps de Kabila, on disait non, Mobutu était très bien. Et du temps, on parlait de Mouzé. Non, Mouzé c'était un homme sérieux. Pourquoi les Congolais sont comme ça? Vous voyez, parce que le messianisme tel qu'il a été créé nous a déconnectés de la réalité. Quand l'histoire s'est faite, quand le débat s'est fait pour des questions essentielles, les Congolais n'est pas là. Il n'est pas là. Il pense que c'est provisoire. Quand quelqu'un a volé, qu'on l'a arrêté, on l'a mis en prison, c'est provisoire. Quand quelqu'un... Vous voyez, nous sommes dans cette culture, elle est tellement puissante que il est difficile dans ce domaine-là de responsabiliser. La responsabilité est d'abord celle des politiques, parce que les politiques, c'est eux qui sont les porteurs de rêves. Mais ils sont aussi le produit de nos propres égarements. En tant que peuple, nous avons pensé... Un peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. Oui, nous avons pensé en tant que peuple, malheureusement, on n'a pas été dans la bonne usine qui fabrique le peuple puissant, le peuple conscient. Nous avons pensé que ça pouvait se faire par les autres pour nous. Et généralement, vous voyez, quand le président arrive dans une ville comme Bujumaï, les gens demandent de passer dans leur maison pour donner à manger. Ils ont demandé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très grave.
Si les peuples arrivent à demander au président à manger, c'est qu'en réalité, la vision, même, la notion même du chef est détruite. C'est que la notion même du peuple est détruite. C'est en réalité le peuple qui devait venir donner au président à manger. En disant, vous nous avez donné d'un bon cadre, nous avons travaillé, voici les résultats de notre propre travail. Notre production. De production, et ceci allant du président à Dieu, aux offrandes. Parce que le peuple donne l'offrande de son travail quand il a bien travaillé. Mais est-ce que nous avons produit un discours qui puisse pousser le peuple au travail? Non. Nous n'avons pas produit ce discours-là. En réalité, les dirigeants se présentent comme des démiurges, capables de faire des miracles. Ils pensent que non, si vous me donnez à moi vos voix, moi j'ai les solutions. Aucun homme n'est pas à avoir les solutions pour un peuple. Aucun homme. On voit ça aussi à l'étranger. Non, aucun homme ne peut avoir ça. C'est ce qu'on appelle la démagogie, la folle démagogie. Le peuple produit ses propres solutions. Et quand le peuple a compris sa solution, peut confier la matérialisation à des dirigeants. Mais ici, les dirigeants, lui, il estime qu'il a des solutions. C'est comme ça que les dirigeants peuvent se permettre de voler des millions et de rentrer dans les peuples pour commencer à distribuer. Nous avons reculé. D'accord. Albert Mouleka, l'homme politique congolais qui a géré, qu'est-ce qui a fait que les gens pleurent les Belges? Willy Kalenga, il dit, on a pleuré les Belges pendant Mobutu, après pendant Kabila, on pleure Mobutu, aujourd'hui on pleure Joseph Kabila pendant Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, nos dirigeants n'ont pas la capacité de prendre des décisions qui ne sont pas provisoires, mais qui perdurent, qui peuvent changer la vie des Congolais. Aujourd'hui, pendant que dans d'autres pays, on est en train de parler métro, on est en train de parler objectif 2040, nous parlons biodi. Nous parlons ventre en 2022, c'est quand même exceptionnel. Albert Mouleka, vous les acteurs politiques, vous êtes responsables. Écoutez Peter, dans d'autres pays, les dirigeants gèrent aujourd'hui dans leur mandat, mais pour les générations à venir. Nous, dans notre pays, nous gérons pour 2023. L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État à la prochaine génération. Ça rejoint un peu la mentalité du provisoire dont Willy parlait. Et puis, Mombokilo ici a parlé il a cité Osée 4.6, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Je regrette toujours qu'on s'arrête à ce verset 6, pas en entier. Parce que lorsque vous continuez à lire le verset 6, il est écrit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé du sacerdoce. » Quand je parle de rejet de connaissance ici, je veux dire quoi? Quelle est l'histoire du peuple congolais? Qu'est-ce que ce peuple connaît de son histoire? Que vaut un peuple sans histoire? Aujourd'hui, vous prenez un Américain a la notion de ce qu'ils appellent les Founding Fathers, donc les pères fondateurs. Un Américain a la notion du rêve américain, the American Dream. Un Américain a la notion du 5e amendement, qui dit que tu as le droit de refuser de répondre à une question tribunal qui risque de t'incriminer. Chaque Américain connaît au moins ces 3 fondations. Mais qu'est-ce que le Congolais connaît de son histoire? Quelle est l'histoire qu'on enseigne dans nos écoles? Aujourd'hui, vous pouvez trouver des jeunes Congolais pour qui, bon, peut-être le pays a commencé avec Joseph Kabila, pour d'autres avec Mobutu, pour d'autres avec Kasavubu Lumumba, pour d'autres avec Tshisekedi. Vous pouvez avoir un parti politique comme l'UDPS, que j'ai rejoint depuis 1985. Mais combien de combattants ou de militants de la 10e rue aujourd'hui connaissent l'histoire de l'UDPS? Combien savent que l'UDPS avait 54 fondateurs? Combien savent que à quel moment Étienne Tshisekedi est devenu président de l'UDPS?
Donc un peuple... Peu savent que Tshisekedi est allé se constituer prisonnier quand on a pris population qui n'a Pantangela. aucune notion de son histoire. Hein. D'abord, c'est une population qu'on peut rouler, et vous sentez ça dans le discours de nos politiciens. Hein. Chaque politicien, il est toujours le premier à faire quelque chose. Ce que j'ai fait, ça ne s'est jamais fait. Alors qu'on peut dire aux Congolais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que quelqu'un peut vous dire aujourd'hui que ça n'a jamais été fait, ça a effectivement été fait. Quelque part. Parce qu'on a la gratuité scolaire, nous avons connu ça dans le passé, mais elle était organisée parce qu'il y avait un État. Oui, Albert Moleka, mais la question va être assez... Voilà. Je vais descendre avec le Congolais de la rue, vraiment, pour qu'il comprenne. Question simple et directe. Comment Kagame fait pour qu'avant 1994, le Rwanda était ce qu'il était avec des génocides, et aujourd'hui, Kigali est parmi les plus belles villes d'Afrique. Comment Museveni fait? Comment Macky Sall, récemment, est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe avec nos dirigeants? Peter, comment on en est arrivé là? Si je prends les trois personnes que vous mentionnez, Paul Kagame, Macky Sall, Museveni, si vous voulez... D'abord, ce sont des personnes qui ont été préparées. Préparées. Ce n'est pas des Melchisédek politiques, sans généalogie, qui sortent comme ça. C'est des personnes qui ont été préparées. Paul Kagame, si vous parlez de Paul Kagame, Macky Sall, Yoweri Museveni, ont été préparés et se sont préparés. Mais Peter, je voudrais revenir un peu au 4 janvier 1959. D'accord. J'ai vécu le 4 janvier 59, c'était 9 jours avant mon 3e anniversaire. Ok. Donc mes premières visions dont je me souviens aujourd'hui de mon enfance, c'est cette journée-là. Où la première vision, donc si je devais réaliser un film, le flash de départ, ça serait ce que j'ai vu sur l'avenue Kanda-Kanda où nous habitions. Je vois des personnes très en colère descendant vers avenue Willery et de l'autre côté, avenue Willery, la force publique venant et tirant sur ces gens. Vous savez, à l'époque, les parcelles n'avaient pas des clôtures comme aujourd'hui. Il y avait tout au plus dès le début des claustras. Et la force publique tirait sur ces gens. Et au début, moi, mes yeux d'enfant ne voient pas ces gens fuir, mais ces gens bomber le torse. Et ne tombaient pas. Et il y avait cette légende que nous, petits enfants, nous entendions déjà que les gens de Lumumba sont insensibles aux balles. Donc ça, c'est l'enfant de 3 ans qui vous parle. Mais plus tard, vous posez la question en tant qu'adulte, mais qu'est-ce que ces gens faisaient pourquoi ils allaient affronter ces armes? Puisque la situation, si vous voulez, la situation sociale par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport à ce que nous décrions aujourd'hui, à l'époque, c'était le paradis. Hein? C'était mieux. Hein? À l'époque, c'était beaucoup mieux. À l'époque, c'était beaucoup mieux. N'oubliez pas que c'est une époque où même certains étrangers venaient se soigner ici, se faire soigner ici. C'était une époque où, écoutez, moi, dans mon enfance, j'ai jamais souffert de la malaria, des typhoïdes, tout ça. C'est des choses qu'on ne connaissait pas. On buvait l'eau du robinet, on ne connaissait pas les amibes, tout ça. Donc c'était une autre... il y avait quand même un bien-être social par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais les gens étaient prêts à combattre, à verser leur sang pour avoir cette liberté, cette autodétermination, parce que les gens étaient persuadés que si moi-même je prends en main mon destin, je ferai les choses mieux. Je ferai les choses mieux. Malheureusement. C'est ce que nous avons un peu perdu aujourd'hui. Malheureusement. Aujourd'hui, on n'a pas fait mieux. Quand vous parlez des politiciens, mais il faut définir c'est quoi le politicien. Le politicien, il y a le politicien congolais et il y a ce que moi j'appelle politicien. La différence c'est quoi? Le politicien, d'abord, c'est quelqu'un qui se consacre à l'intérêt de la cité, police. Le politicien, vous savez, c'est un peu comme le pasteur.
Le pasteur, c'est celui qui apporte quelque chose aux brebis. C'est pas celui qui se nourrit sur les brebis. C'est pas celui qui se nourrit sur le brebis. Le politicien doit avoir une vision, il doit apporter une vision en tant que contribution au bien-être de la cité. Et le politicien, ça ne se résume pas à un chercheur de postes, de fonctions politiques, mais quelqu'un qui agit, qui pose des actes, qui contribue réellement à l'avancement de la cité. C'est ça le politicien. Selon cette définition, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de politiciens au Congo ? Et nous avons eu dans le passé, en 59 et début 60, les pères de l'indépendance, comme on les appelle, bon, c'était des gens qui travaillaient déjà dans la cité. La plupart, tout au plus au niveau de clercs ou d'agents de l'État, des choses comme ça. Quelques-uns en tant que commerçants, mais qui contribuaient à l'avancement de la cité. Tandis qu'aujourd'hui, bon, c'est qu'on vit dans le cycle de Chancelo Kopamba. Quelqu'un sort comme ça, ce que moi j'appelle les Melchisedec politiques, sans généalogie, qui sortent comme ça et qui s'improvisent leader. D'accord. Si je comprends bien, donc on risque de dire qu'on n'a pas de vrais politiciens, selon votre définition au Congo. Hein. Non, je dirais plutôt que des gens qui sont parachutés. Peut-être que les vrais politiciens ne sont pas connus, ne sont pas médiatisés. Parce qu'ils ne veulent pas répondre à nos invitations, peut-être. Alors, je reviens à vous. Là, je vous appelle apôtre. Est-ce qu'au-delà de politique, vous n'êtes pas responsable, vous, serviteurs de Dieu, vous qui nous avez demandé de prier, de demander des mannes, que ça tombe du ciel pendant que nous sommes dans un pays qui a un scandale géologique, vous qui nous avez dit que vous avez des visions, qu'il faut que tu voyages parce que ton bonheur est à l'étranger, où nous sommes dans un pays où tout le monde veut désormais partir, le voyage est une bénédiction, vous qui nous avez dit que nous avons des masques de vieillesse, nous avons des démons de blocage, on reste à la maison, on fait des jeûnes et prières, nous retenir dans des... Je ne suis pas un athée, mais dans des séminaires et des croisades, des 8h à 18h, pendant qu'en ce moment, on pouvait être au travail ou faire le chant. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une grande responsabilité, part de responsabilité pour vous, Église, pasteur, d'avoir emmené le pays là après les politiques? Je ne voudrais pas m'inscrire en faux par rapport à ça, mais je voudrais encore un peu faire des petits rebondissements par rapport à ce que j'ai entendu de Monika, parce que quand il parlait du messianisme des gens, j'ai compris que ça continue même à l'Église. Mais malheureusement aussi, moi je parle aussi d'une responsabilité partagée. Au niveau des politiciens, il y a des politiciens qui tombent dans le déviationnisme à cause du peuple. Tout à l'heure, M. Mouleka dit que le peuple s'est mis debout, lui-même, 59. C'est le peuple qui a pris ça en main. Mais ils sont restés encore après, ils ont mis la confiance dans Lumumba, ils ont fait confiance aux autres. Ces gens-là, maintenant, ont manqué un message pour encadrer le peuple qui s'attendait aux messies qui sont les Lumumba, qui s'attendaient aux messies qui sont venus. Alors, c'est dans ce sens-là que j'appelle la responsabilité partagée, parce que le peuple aussi amène les gens tellement qu'on chante pour les autres, on leur dit que c'est vous, sans vous, il n'y a rien. Alors, ces politiciens-là, vous n'allez pas les condamner, parce que le peuple aussi lui-même est en train d'accepter d'être courchatisé par les politiciens. Si le peuple pouvait prendre conscience, dire un peu non à certaines choses, on pouvait s'arrêter. Mais il y a aussi toujours un minimum de peuple. Parce que maintenant, aujourd'hui, les politiciens, chacun réclame qu'il a... Il dit, je parle au nom du peuple. Mais c'est quel peuple? Vous n'allez pas lui interdire de parler au nom de tel peuple. Et il amène ce qu'il ne faudrait pas amener pour qu'il y ait l'avancée dans ce pays. Alors, pour revenir maintenant à la question, parce que nous parlons de l'Église, j'ai entendu Jean Goubal, tout le monde parler de la Bible. Les confessions religieuses ici, juste sur le dossier CENI, ce spectacle macabre livré, donc on a l'impression que l'Église
Donc, tout simplement au niveau de l'Église, moi j'ai toujours dit que l'Église n'aura jamais un problème. Ah bon? Mais ce sont... Oui, oui. Parce que lui-même, Christ dit, je bâtirai mon Église. Rien ne pourra nuire à mon Église. Ce qui pose problème sont les hommes. Les hommes d'Église, qu'on appelle les hommes d'Église. Ce sont ces gens qui ne sont ni convertis, qui ne sont ni convaincus de ce qu'ils font. Et ils dirigent sans autre projet, comme on a dit. Voilà pourquoi ils dévient et maintenant l'Église, on met l'Église devant. Depuis l'indépendance, je peux parler de l'Église catholique qui a toujours été participée. Il y a des prêtres qui ont été fouettés. Il y a l'Église catholique, chaque fois qu'il y a des manifestations, l'Église catholique a toujours, s'est toujours mis debout. Je n'ai pas honte de le dire parce que maintenant, toutes les autres qui nous sont venus ici, sont venus nous accrocher à la principale Église mère qui, on peut dire, l'ambition politique, non, mais parce que des revendications catholiques sont des revendications sociales. Même si nous comprenons que c'est la politique. Hein? Mais on parle tout autour des social, parce que le problème du Congolais, c'est le social. Si vous avez un discours de défendre le social du Congolais, tout le monde vous suit. Bon, maintenant, si tout le monde vous suit pour le social, voilà là où il y a maintenant les déviations de nous qui dirigeons l'Église, nous qui voyons la souffrance de la population. Nous leur disons que, en demandant, ça va tomber du ciel, et à la manne qui va venir, et nous croyons au miracle, croyons aux prophéties, alors que je soutiens ce que Oleka dit. Moi, j'ai toujours dit la responsabilité du pasteur, ou le rôle du pasteur, ce ne sont pas les prophéties, ce ne sont pas les miracles. Nous sommes là pour la bonne nouvelle. Nous devons donner la bonne nouvelle aux âmes, aux hommes, aux femmes, pour qu'ils comprennent le bien fondé de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer l'existence de cet être suprême. Mais peut-être ce sont les démarches, les façons dont nous amenons le peuple dans les églises où les gens, chacun veut maintenant non seulement s'asseoir, mais il veut utiliser des stratégies à travers l'évangile où chacun est en train d'être bien de sa façon, pourvu qu'il puisse convaincre et veut donner une opinion dans le peuple. Non, en donnant cette opinion-là, voilà comment que les gens se deviennent distraits de l'essentiel. Les gens passent plus de temps chez vous dans les églises qu'à les endroits où vous pouvez travailler. Il n'y a pas de mal à passer. Et puis vous leur dites espérez, priez, dormez chez vous, pendant que vous auriez dû leur dire d'aller étudier, d'aller travailler, d'aller chercher. Dieu t'a donné l'intelligence pour... Est-ce que, même du point de vue de la mentalité... La prise de conscience, aussi de chacun. Quand les gens viennent prier à l'église, ils doivent être quand même aussi conscients. Vous priez Dieu, vous devez avoir votre conscience. Comment on peut vous prendre toute la journée à l'église? Nous avons un problème sérieux, que je parlais des hommes, pourquoi? Je parlais des hommes, pourquoi? Parce que quand vous voyez la succession des événements, la succession de ceux qui dirigent l'église, vous allez voir que la transmission a été difficile, de sorte que ceux qui ont repris le rôle des églises, j'appelle ça, ils sont nés avec une maladie congénitale, parce que ce sont des gens qui ont... Aïdi Nabala, par exemple, il part, il a laissé l'esprit. Lui-même, peut-être qu'il n'a pas voulu aller étudier aussi pour mettre des choses un peu d'une façon spirituelle propre. Alors ceux qui sont restés, ils ont pris... Je parle par exemple de l'église de l'éveil. Tous ceux qui sont venus, ils ont commencé, sont devenus des pères de l'église. Sans message, sans un bon discours. Alors tout ce qu'il faut, c'est de crier, Jésus va venir demain. C'est de crier, demain vous serez bénis. Et les gens pensent que la bénédiction c'est le matériel. On n'oublie pas, on oublie que pour nous la bénédiction c'est donner à quelqu'un la capacité de réussir. Si quelqu'un est béni, ça veut dire qu'il a maintenant la capacité de réussir dans sa vie. Mais si nous restons dans les matériels, tout le monde fuit. On quitte les hôpitaux, venez, vous serez guéris. On quitte parce qu'on ne sait pas payer. Il y a un problème social. On ne va pas payer les factures des hôpitaux. Venez, vous allez être guéris sur le plan miracle. Venez, vous allez manger à l'église. Vous allez... Alors, c'est comme ça que ceux qui dirigent l'église, j'insiste bien sur les hommes d'église, la responsabilité est plus sur eux. Mais l'église en soi, l'église n'a pas de problème. Elle n'aura jamais de problème. Parce que, aussi là, l'État ne facilite pas l'église comme partenaire.
l'Église doit être un partenaire de l'Église, un partenaire privilégié. J'ouvre une parenthèse, je vous dis, j'ai vu qu'on a créé cette histoire au niveau de la présidence, on dit changement de mentalité. Mais on associe qui pour changer la mentalité? C'est quel discours qu'on peut donner? L'État pouvait être en contact avec l'Église pour leur dire quel type de message pour qu'il y ait changement de mentalité. Mais vous parlez de changement de mentalité, vous nous mettez la photo où les roulages sont en train d'être corrompus, vous dites stopper avec ça, c'est ça la mentalité que nous avons besoin. Ce n'est pas ça la mentalité. Or, on pouvait donner aux églises, aux pasteurs, un message de paix, un message de transformation de l'homme. Parce que nous avons besoin que l'homme soit transformé. Et tous les problèmes de l'homme sont des problèmes cardiaques. J'appelle ça cardiaque, pourquoi? Parce que même Dieu nous dit, si vous me confessez de tout cœur, si vous m'acceptez de tout cœur, si vous faites tout de tout cœur. Et l'homme a un problème sérieux, c'est le problème du cœur. Parce que le cœur, on ne le voit pas. Et puis, tout le monde est en train de faire quelque chose dans le cœur. Si on pouvait transformer le cœur, les choses pourraient changer. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je s'il se guérirai détourne de ses mauvaises voies. Je guérirai son péché, je pardonnerai. J'ai gardé son pays. Tout 2 Chroniques 7, 17, 14. 14. Alors, le problème, c'est le problème du cœur. Même tous les politiciens ici qui nous gèrent, c'est le problème du cœur. Nous pouvons parler ici. Mais vous gérez les politiciens. Vous êtes avec eux. Vous ne priez pas pour eux que les mauvais esprits quittent en eux pour qu'ils servent la nation. Je vous ai dit ici des problèmes sociaux. Vous imaginez que, bon, moi je ne peux pas me vanter. Je crois à un Dieu qui me bénit dans mon travail. Hein? Me bénit dans mon travail. Aujourd'hui, Peter, je crois que j'avais commencé avec toi. Personne ne peut venir parce que vous êtes politicien, je vais vous acheter les chaises, changer le message. Je ne le ferai jamais. Je parle de ce que je connais, je peux le faire. Et si nous pouvons tous ne pas se laisser diriger par les politiciens, c'est là que je tombe dans ce que vous venez de dire. Les confessions religieuses, avec la politique. Vous imaginez que des grands hommes des églises, ils ne peuvent pas s'entendre jusqu'à aujourd'hui. Pour mettre quelqu'un comme représentant, on ne sait pas le faire. Moi, je dis seulement par rapport à eux. Aujourd'hui, Kadima est l'émanation, qu'on le veuille ou pas. Normalement, il est l'émanation des confessions religieuses. Mais pourquoi nous crions, nous disons qu'il va tricher? Pourquoi ne pas convoquer les messieurs là, dans la réunion des confessions religieuses? Voilà la position des confessions religieuses. Vous êtes là-bas président, voilà comment vous devez vous comporter. Au lieu que nous sortons, nous commençons à les critiquer, nous-mêmes qui l'avons délégué. Mais c'est ce que je dis, c'est le contraire. L'homme est devenu fou. Vous déléguez quelqu'un et vous le critiquez dehors. Appelez-le, mettons-nous quelque part et essayons de donner des directions parce qu'il vient de nous, et des directives plutôt. Si vous nous les laissons en l'air, bon, effectivement, déjà aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, l'homme pense à autre chose, mais les politiciens pensent à 2023. Aux prochaines élections. Même l'Église pense à 2023. Qu'est-ce que nous allons faire en 2023? Nous nous attendons qu'on nous amène les groupes électrogènes, qu'on nous amène des gens pour que nous sachions qui sera là. Provisoire. Voilà, le provisoire. Parce qu'il faut faire ça en attendant de survivre. Voilà, c'est ça le problème. Chacun peut rebondir sur un sujet, par exemple la responsabilité de l'Église, vous pouvez réagir. Moi, à un moment aussi, c'est la responsabilité des artistes musiciens. Jean Goubal Kalala, aujourd'hui, moi je ne suis pas de votre génération. Nous, on est quand même hier, vous êtes à 20 hier. Mais quand même, quand on suit la musique d'hier et celle d'aujourd'hui, on est en train d'abrutir l'homme congolais. Le professeur Feu, le professeur Kamana. L'imbécilisation collective du Congolais par la presse, la musique, la religion, la politique. Voilà. Moi, j'ajoute aussi la science, l'université, abruti. Vous expliquez ça comment dans votre domaine? Parce que Willy a parlé d'un truc que j'ai aimé, la production du discours. Quel est le discours produit par les musiciens de ce temps-là? Quel est le discours produit aujourd'hui? Le discours vient de quoi? Le discours vient de ce qu'il y a d'abondant dans le cœur, le problème cardiaque. Hein? Le discours qui sort par rapport à ce qu'est l'éducation et l'instruction de celui qui sort ce discours-là.
Nous avons eu la grâce quand même d'aller dans de bonnes écoles et nous avons un discours assez positif quand même. Mais aujourd'hui, l'école est, j'allais dire, morte. On a vu les élèves nous livrer. L'école est morte. Le système éducatif. La famille est morte. Parce que c'est là où on va se former. D'abord dans la famille, dans l'école et dans l'église aussi. C'est là où on va stocker des discours. Il y a parlé de discours. Moi, je me dis, vous voulez qu'un manguier vous sorte des avocats ou des oranges? Non. Un arbre ne donne que son fruit. Ce qu'il possède, c'est de quoi il est fait. Vous voulez avoir de l'intelligence dans un musicien qui n'a pas été à l'école. Vous voulez qu'il vous produise un discours d'intelligence. La question de l'homme. Nous devons faire un projet de l'homme. L'homme congolais dans sa famille, l'homme congolais projeté par l'homme d'État. Ça, on ne fait pas, frère. On ne fait pas. C'est-à-dire qu'on vit dans le boulier, comme on dit, dans la politique du boulier. Ces histoires-là, on doit les penser. Mais qui pense? On t'a monné la moninga te abisso no so bana 1900. Heureusement que bana 2000 va comme on a fait ça. Non, mais il faut vraiment qu'il y ait des noyaux de pensée. Ça, on ne fait pas. Des think tanks, hein? Comment voulez-vous que notre constitution soit élaborée, je ne sais pas moi, en Belgique, à Liège? Comment? Donc, nous ne nous prenons même pas au sérieux nous-mêmes. Par hypocrisie, nous ne nous connaissons même pas. Nous ne savons pas dire que celui-là est capable de nous produire ce travail. Mais c'est comme ça que nous devons vivre. Le genou, c'est pour plier la jambe. Hein? La bouche, c'est pour parler, pour manger, et peut-être chanter aussi. Mais nous prenons le nez, nous allons placer à la place du genou. Pourquoi? Parce que ça, c'est le repas. Non, on n'est pas sincère avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes. Je me dis, mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Mais finalement, je me dis, Dieu, il veut se glorifier dans ce pays lui-même. Il n'aimerait pas que quelqu'un dise, c'est à cause de moi que le pays a changé. C'est pour cela qu'il est en train de nous imbéciliser comme ça. Ouais, finalement, parce que j'ai dit, à un moment là, j'ai dit, Seigneur, que ton règne vienne. Il veut faire ça. Finalement, je crois que c'est lui qui fait ça de son gré. Oui, Dieu nous a abrutis pour ne pas qu'il y ait quelqu'un. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous dites on a atteint tellement niveau que bon. Pas du tout. Comme mais, on dit qu'un gouverneur veut dire bon à sauter. Regarde l'histoire du peuple juif quand il est sorti de l'Égypte par Moïse. Par Moïse. C'était. Ils avaient atteint le fond. Le fond, ils ont touché le fond. Ouais. Alors Dieu a donné Moïse. Moïse est venu, il disait, Dieu, j'ai pas la parole facile. Il dit, c'est moi qui t'envoie. Nous attendons ça. Et moi, j'y crois. Encore un Messie. J'y crois fermement. Non, ça, c'est pas question d'un Messie. Ce que Bokilo Jean est en train de dire, là, moi, je le prends dans une autre perspective. Ok. Disons, par exemple, vous savez, à l'époque, on revient à 59 et avant, vous avez ce que vous appelez aujourd'hui l'Église, les artistes, les politiciens et futurs politiciens, ils se fréquentaient beaucoup. Mais ils étaient du même niveau et ils sortaient des mêmes sources, de mêmes moules éducationnels, tant au niveau de l'enseignement qu'au niveau des familles. Parce qu'à l'époque, oui, les familles éduquaient et les écoles enseignaient. C'est ainsi que une personne comme le futur cardinal Maloula a été un activiste très important dans tous ces mouvements de conscience africaine, tout ça, au même titre que d'autres qui sont devenus seulement politiciens, entre guillemets.
Autant des Joseph Kabasele ou des Franco, Franco tout ça. Luambo, qui était très ami à Mobutu. Oui, étaient très amis avec les futurs dirigeants, mais ils étaient du même niveau. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces cadres-là, où vous pouvez retrouver, que ce soit ou des médias, ou de la culture, ou bien du spirituel et le politique, échanger réellement sur les problèmes du pays, avec la même base, que ce soit la même base intellectuelle, que ce soit, et développer une même vision. Puisque 59 et après 59, vous avez vu, tous ces secteurs de la société congolaise allaient ensemble vers cette indépendance. Bien sûr, après l'indépendance, il y a eu ceci, cela, on a commencé à se disputer, à se diviser, et nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Mais je crois que ce pays a besoin d'une renaissance. Et il est tout à fait utopique de croire que la renaissance d'une société, d'une nation, d'un pays ne peut être que le fait des hommes. Non, là, il y a ce que Bokilo Jean est en train de dire ici, que non, Dieu ne donne sa gloire à personne. Vous savez, Peter, posez-vous simplement la question, comment le Congo existe encore aujourd'hui dans ses frontières actuelles, plus ou moins, puisqu'on nous a déjà quand même piqué quelques centaines de mètres, pour ne pas dire quelques kilomètres. Comment ce pays existe encore? C'est pas par le fait de ses habitants, qui n'ont pas une vision commune, qui n'ont pas une base éducationnelle commune, qui ne pratiquent pas le civisme, donc cet amour de vos lois, de vos règlements, donc chacun vit dans son espace selon ses règlements, mais que ce pays-là existe encore théoriquement. Il faut reconnaître la puissance et la grâce de Dieu dans l'histoire d'une nation. Il ne faut pas... Ce n'est pas le politicien qui construit un pays. C'est les maçons, c'est les hommes d'affaires, c'est pas le politicien. Le politicien, il est là pour se battre, qu'il y ait un cadre dans lequel tous ces entrepreneurs et tout ça puissent évoluer tranquillement et prospérer à travers leur prospérité. Ils donnent des emplois et il y a une accalmie ou une paix sociale. Mais moi, je prône une renaissance à travers une reconnexion de tous ces secteurs d'hommes, puisque le but, il faut recréer l'humain congolais. C'est cet humain congolais qui, nourri par les différents secteurs qui font leur travail, les médias informent, le spirituel prêche la bonne nouvelle, l'évangile qui est une puissance, et le culturel donne aussi cette intelligence aussi, cette part d'intelligence indispensable, et bien sûr le politique qui est chargé de représenter tout le monde afin de gérer avec honnêteté et intégrité, de sorte que les choses puissent aller en avant, mais se dire aussi une bonne fois pour toutes que, vous savez, pendant déjà presque 3-4 décennies maintenant, les politiques, nous avons essayé de diriger avec la force, la puissance de l'argent. On achète tout et tout le monde par l'argent. Par l'argent. Ce qui fait que vous avez un esprit de cupidité qui dirige tout l'univers politique congolais. Tout se règle avec l'argent. Et on cherche tout positionnement ou quoi en visant simplement l'argent. Donc, nous remplaçons Dieu par mammon. Par mammon. Et c'est mammon qui règne
Cela accompagné par le messianisme là, dont Willy parlait, que moi je qualifierais simplement d'idolâtrie, fanatisme politique, Ça, l'idolâtrie. hein, qui fait que les gens sont complètement aveuglés, on peut leur faire avaler n'importe quoi. Mais comme l'apôtre a dit aussi, le peuple congolais, disons surtout quelques groupes dans le peuple congolais, sont très forts pour créer des idoles et faire des hommes normaux des surhommes. Des surhommes. Et des fois, lorsque quelqu'un qui se considère tout à fait normal, mais le peuple en fait un surhomme, vous créez un problème supplémentaire pour cette personne. Il commence à croire aussi qu'il est réellement. Et commence à C'est lui, sauf rien. se prendre au sérieux. Et bon, c'est moi ou rien, tout ce que je fais, personne ne l'a jamais fait. Alors que ce n'est que mensonge, mensonge sur mensonge. Willy Kalingai, il y a aussi un problème aujourd'hui. La famille pose problème pour l'éducation, l'école, mais il y a les médias. Il y a un professeur d'université qui m'a dit, Peter, aujourd'hui, le seul endroit où vous pouvez éduquer, vous pouvez enseigner, c'est les médias. Mais malheureusement, nous, les médias, nous sommes aujourd'hui intéressés, aujourd'hui, par le buzz. Nous sommes aujourd'hui, je sais pas, nivellés vers le bas, pour faire plaisir. On voit des médias qui diffusent ce qu'il ne faut pas diffuser, faire ce qu'il ne faut pas faire. Quel diagnostic vous faites? Vous êtes un spécialiste de ce domaine, pour qui moi j'ai beaucoup d'estime. Je crois qu'il n'y aura pas assez de temps pour pouvoir décortiquer la grave question des médias. Mais le peu que je puisse dire, c'est que les médias congolais n'existent pas. Il y a des organes de communication qui sont les prolongements des idéaux politiques. Et parce que les médias, c'est d'abord une activité économique. Le besoin d'être informé, c'est comme le besoin de manger, c'est comme le besoin de se vêtir. Nous allons au marché pour acheter de quoi nous vêtir, de quoi manger. Nous ouvrons nos télévisions pour nous nourrir de l'information. Derrière l'organe de presse, il doit exister un écosystème économique. Quand je dis que les médias n'existent pas, c'est parce que l'activité des médias dans le pays ne correspond pas à un écosystème économique. Les autres médias à l'extérieur du pays sont des entités économiques. Il y a des investissements, il y a des consommateurs, ces médias sont soutenus par un public qui paye pour accéder à ce bien-là. Tout à fait. Nous, les médias sont nés d'abord du besoin de l'État de dominer son peuple. On a donc fait d'abord des organes nationaux. Et puis, les médias sont nés du désir de se priver de résister au pouvoir. On a donc eu des médias d'opposition. Alors, il fallait qu'il y ait quand même des médias qui naissent simplement comme une activité économique normale. Nous n'en avons pas. Pourquoi? Vous devez savoir que la presse écrite, par exemple, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des papiers. Il n'y a aucune usine de papier ici. Donc, personne n'a investi, ne fût-ce que dans ce secteur-là. Nous avons des télévisions comme chez vous ici. Où est-ce qu'on fabrique les caméras ici? Personne n'a investi dans l'écosystème des médias. Donc, si quelqu'un veut voir un média, il doit d'abord faire un effort pour se dire, ces médias est l'expression de la volonté d'aujourd'hui de qui? Qui est derrière ces médias? Alors, ceux qui font les efforts, comme nous par exemple, nous faisons un effort pour être un média normal, nous sommes pratiquement minorisés. À partir du moment où les médias ne sont pas l'expression d'une volonté économique de puissance, les médias sont l'expression des idéologies. Ce qui fait que la confrontation politique trouve son espace dans les médias. Là où se battent les incohérences politiques, on le voit dans les médias. Alors qu'est-ce que le journaliste? Parce qu'au cœur de tout ça, il y a les journalistes. Les journalistes devraient être ces médiateurs sociaux entre le désir d'informer et l'existence des sources d'information. Aujourd'hui, le journaliste, malheureusement, il est aussi un instrument de cette même idéologie de puissance. Pour propager. Propager. Ce qui fait que quand quelqu'un fait un parti politique, quand quelqu'un fait une église, quand quelqu'un fait même une société, il se paie aussi ses journalistes. Et pourtant, nous sommes un corps indépendant. Nous devions, nous, en tant que historiens du présent,
mise en place dans notre société. Mais nous ne le faisons pas. Mais c'est pas tard. Comme j'ai toujours dit, je suis optimiste, c'est pas tard. Au fur et à mesure que nous sommes arrivés à la nullité de nos productions. Parce qu'en fin de compte, quand vous ne travaillez pas dans le sens de votre propre nature, vous finissez par atteindre une certaine anonie. Les gens se moquent maintenant des journalistes. Oh non, il n'y a pas de journalistes. La presse, non, je ne la regarde pas. Quand vous voyez les gens, non, non, moi, la presse locale, je ne la regarde pas. Les gens maintenant, des canaux autres. Voilà, ça finit par peser sur nous. Et c'est ça qui va nous créer. Parce que nous devons créer du sens et du contenu pour notre peuple. Et les contenus, c'est ce qui a été dit ici. Si vous voulez mettre en place un média, il faut que ces médias-là mettent l'homme au cœur de toutes ces politiques. Vous voulez mettre en place un média, il faut que ce qui est donné par les différents acteurs soit critiqué. Il faut que nous ayons dans ces médias-là l'expression des libertés obtenues. Parce que si les médias est une interruption de la liberté, alors ce n'est pas un média. C'est pas un média. Donc je pense quand même qu'avec les temps, avec les jeunes, surtout vous qui êtes courageux, nous allons certainement y arriver. Mais je voudrais répondre très rapidement sur ce qui a été dit. Ça m'a beaucoup touché quand on parle de Dieu. J'ai vu, c'est vrai que nous sommes quand même dans un pays, je crois. Alors je voudrais qu'on remplace Dieu par la morale, hein, donc on comprendrait mieux. Qu'est-ce qui manque? Il manque les forces de la morale et de l'intelligence. Ce qui se voyait avant l'indépendance. On pouvait facilement rencontrer dans une discussion Franco, Rochero, hein, Mabde Kakalanda, professeur d'université. On pouvait rencontrer des gens comme Monsel Chibango, de reste de moi. Ces gens discutaient pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord cette intelligence partagée. Et puis cet attachement à une morale publique, que nous pouvons appeler ici Dieu, le bien. Ils étaient ensemble tout en étant unis pour les mêmes circonstances. Si Dieu doit faire quelque chose, alors les forces de la morale et de l'intelligence doivent se rencontrer. Moi, je suis d'accord que les Congolais ne se rencontrent pas assez. Nous ne parlons pas suffisamment. Nous ne rencontrons pas dans l'interdisciplinarité de nos connaissances. De regarder nos plateaux, c'est rare que vous voyez comme ça 4 personnes qui se comprennent, mais qui sont dans des activités totalement différentes. C'est parce que toutes les 4 personnes ici, nous aimons d'abord notre pays. C'est ça d'abord le fondement. Le socle, c'est l'amour du pays. Le socle, c'est le respect de l'éternel. Si vous respectez Dieu, vous aimez votre pays, alors vous avez accès à la Respublica. Voilà ce que moi je peux dire. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de valeurs éternelles à défendre, ceux qui n'aiment pas le pays, il faut les laisser dans les petites entreprises. Il y a des espaces pour tout le monde. Mais ne pas accéder à l'agora, à l'espace public, que ceux qui sont capables d'abnégation, capables de dépasser la question de l'argent. Vous savez, l'argent, ça a tué ce pays à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous avons quand même de l'expérience dans les médias. Je sais comment l'argent a tué les médias. Aujourd'hui, l'argent a tué les politiques. L'argent a tué l'Église. Mais le drame, l'argent a tué l'État. Notre État, c'est affaissé sur la corruption. C'est l'argent. Alors, si nous avons des hommes capables de vivre avec un minimum, parce que c'est possible. Tout le monde veut être millionnaire. Non, avec un minimum. Hein, je voudrais ici féliciter Boubal, qui est devant moi. Féliciter un peu Mouleka. Ce sont des hommes qui ont été confrontés à des millions. Être à côté de Tiens Tshisekedi, ça signifie qu'il pouvait, ne fût-ce que par une petite signature, avoir des millions. Mais il ne l'a pas fait. Il n'est pas mort. Il est là. Il est vivant. Boubal est là. Il pouvait chanter n'importe quoi, mais il ne l'a pas fait. Moi, je pense que c'est cet effort d'intégrité, les hommes intègres qui aiment le pays, qui craignent Dieu, peuvent avoir droit alors à prendre la place des autres. C'est parce que notre leadership, nous l'avons tellement popularisé que nous avons l'impression que n'importe qui dans ce pays peut diriger n'importe quoi. Non. Je ne pense pas. Alors la dernière question, on peut bien parler, on peut bien gloser. Mais un aspect aussi, c'est des puissances internationales. Le Congo, c'est pas nous qui avons tracé les frontières en 1885. C'est des gens qui ont réfléchi sur nous. Et dès sa naissance, le Congo a été un État indépendant du Congo donné à Léopold, dès sa naissance. Donc aujourd'hui,
Il y a des gens qui estiment avoir un mot sur nous. Moi, j'étais récemment choqué sur Twitter de voir l'ambassadeur américain, l'ambassadeur chinois s'entrer dedans pour l'intérêt du Congo. À un moment donné, je me dis, mais tiens, est-ce que ce Congo nous appartient encore? Est-ce qu'on ne demande pas trop à Kabila, à Tshisekedi, à Mobutu? Est-ce qu'ils ne sont pas, excusez-moi du terme, juste des étiquettes, mais dont les puissances sont derrière? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent mourir dans l'Est, et ça ne meut personne. La mort du Congolais est devenue naturelle, normale. Les gens ne crient pas dessus, parce que les métiers nationaux sont derrière. Le Rwanda peut produire ce qu'il n'y a pas sur son sous-sol, on a étudié à l'école. Ça ne dérange personne. Des gens décident sur nous, il y a des sanctions. J'ai un peu qu'on a du mal à acheter même des armes pour nous battre. Vous appelez ça comment? L'embargo, tout ça. Est-ce que, c'est la dernière question que j'aimerais poser pour que le Congolais comprenne où nous sommes aujourd'hui, est-ce que les puissances, la communauté internationale, les dieux du monde veulent nous maintenir dans cette situation? Je commence par vous, le politique. On peut bien vouloir que Félix Tshisekedi change, mais est-ce que ça dépend de lui-même pour signer? Ou est-ce qu'il y a des choses que Félix Tshisekedi ne peut pas faire? On a vu ça avec Kabila, avec le contrat minier, je crois. Kabila a eu le courage de signer des choses et on apprend aujourd'hui qu'il est la bête noire des gens qui estiment avoir la main mise et nous maintenir dans cette situation. Oui, Peter, il y a une attitude que je réprouve chez les hommes politiques et à plus forte raison chez un peuple, c'est la victimisation. Lorsque tout est de la faute de quelqu'un d'autre. Si je n'ai pas pu faire ceci, c'est à cause de tel. Si nous ne pouvons pas avancer, c'est à cause du Rwanda. Non, vous savez, bien sûr, nous avons un pays riche, important, scandale géologique. Moi, je trouve rien de scandaleux à être aussi riche. Ce qui est scandaleux, c'est de ne pas faire les efforts nécessaires pour être à même de gérer ça, de produire ça et de transformer ça. Vous savez, ce dont on a tous parlé, que je pense Willy a bien résumé, c'est ça qui nous donnera la force et la puissance d'autodéterminer la gestion de notre res publica et de nos ressources. C'est-à-dire, il n'y a aucun étranger qui va, par exemple, venir te forcer, toi, dirigeant congolais, à prendre de l'argent de corruption pour signer un mauvais contrat ou pour céder telle part de la souveraineté. Non. Le problème, et c'est ça la réalité, Peter, sur mon expérience, c'est que Bisomoko Toteka Kamboka est encore na faux prix. Bisomoko, nous démarchons pour vendre à faux prix. Et des fois, quand vous allez à l'extérieur, ou des amis de l'extérieur vous appellent et vous posent des questions, vous-même en tant que Congolais, d'abord, vous êtes honteux, vous cherchez à arranger un peu la réponse, mais eux, ils savent déjà tout. Peter, si, comme Mobutu a dit, Iba Namayele, ou bien Iba Tamuke, ça avait été interprété dans tous les sens. Mais aujourd'hui, le niveau de vol, de détournement auquel nous sommes arrivés, mais Eza Koloka, quoi. Il faut, je pense que si nous ne faisons pas cet effort de réunion, d'union, donc réunir cette société congolaise là, à travers certains de ces fruits qui sont honnêtes, intègres, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Congolais qui sont prêts et qui travaillent pour le bien-être et l'avenir de leur pays. Et ça, l'étranger ne décourage pas cela. Pourquoi l'étranger, qu'est-ce qu'il attend du Congo? Il attend que le Congo
fasse sa part, c'est-à-dire apporte ta part. Si on t'a donné beaucoup, tu dois contribuer beaucoup. Si tu n'arrives pas à contribuer beaucoup parce que tu as une mauvaise gouvernance ou tu te crées toi-même des problèmes, eh ben, le monde ne va pas arrêter son rythme de croissance parce que toi, tu n'arrives pas à faire ce que tu as à faire. Si toi-même, tu ne fais pas ce que tu as à faire, eh ben, nous viendrons le faire à ta place. Et c'est ainsi que maintenant, vous remarquerez que il y a des discours de plus en plus clairs, même venant de la part de nos voisins directs, mais des discours qui empiètent sur notre souveraineté ou sur l'intégrité de notre territoire. Ce n'est plus l'Occident lointain, mais nos voisins commencent à nous parler de plus en plus clairement, et ils agissent. Apôtre, qu'est-ce que vous pensez de cette mainmise de la communauté internationale? Est-ce que quelquefois on ne demande pas trop à nos dirigeants pendant qu'ils sont sous la domination de Washington, de Paris, de Moscou? On ne va pas se voiler la face. Il est vrai que cette communauté internationale cherche à contrôler, cherche à imposer. Il est vrai aussi que l'émanation de plusieurs personnes au pouvoir, c'est de leur chef. Ce qui fait que vous êtes là, qui ont été placés par eux, vous ne pouvez que suivre ce qu'ils vous disent. Mais aussi, il y a un problème de complexe chez nous, avec certaines personnes. On voit la communauté internationale partout. Hein? Comme j'ai dit toujours les gens aux églises, on voit les démons partout. On a la MONUSCO ici, hein? On ne s'est pas décidé qu'ils partent. Hein? Bon, on sent les effets. On reproche quoi à la MONUSCO? Il y a des fois des choses de complexes. Les gens sont complexés eux-mêmes de se dire non parce que c'est un blanc, parce que c'est la MONUSCO, parce que c'est l'autre, sans oublier la réalité. J'étais en train de dire qu'il y a une réalité dans ces choses et la communauté va placer parce qu'ils ont leurs intérêts. Vous venez de dire l'ambassadeur des États-Unis avec l'ambassadeur chinois, ils se sont pris de bec. Nous sommes dans un monde de la scène internationale, c'est le problème d'intérêt. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. En matière de droit international, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts qui comptent. Chacun veut avoir ce qu'il veut avoir ici. Et c'est comme ça que nous aussi, nous manquons la conscience. Nous allons laisser ces gens nous diriger, nous allons laisser ces gens imposer ce qu'ils veulent faire, parce que nous aussi, nous voyons tout de partout. Et aussi, les autorités ne veulent pas diriger seules. Il y en a qui ne trouvent pas dans les Congolais la compétence. Pour eux, tous les Congolais sont incompétents. Quelque chose, c'est quoi, c'est lui qui a dit, mais il y a des gens qui sont cachés parce qu'on ne sait pas les présenter. Je termine pour te dire que dans une église, là, il y a un choriste, là, un musicien, qui portait un polo où il y avait la photo de Werrason. Le pasteur l'a suspendu. Sérieusement, il a même parlé du haut de la chaîne. Vous êtes suspendu, vous êtes entré dans l'église avec le polo de Werrason. C'est dragon. Ce monsieur l'a chanté très bien. Alors quand les gens sont partis, les anciens de l'église sont décidés d'aller voir le pasteur pour qu'il les réhabilite. Ils arrivent chez le pasteur, ils trouvent le pasteur avec un polo de Michael Jackson. Alors, ils commencent à demander qu'on réhabilite. Il dit non, il a porté les chemises d'un musicien. Mais on dit, mais pasteur, vous avez. Il dit, il y a Zamundele. Le pasteur dit que lui, il peut porter pour Michael Jackson, parce que Michael Jackson, Zamundele. Vous voyez ce complexe-là. Je trouve qu'il y a des gens qui dirigent avec un complexe de philosophie. Et essayer de croire que tout ce que les Blancs font, c'est ce qui est bon. Tout ce qu'on peut vous dicter par la communauté internationale, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est comme ça que j'ai dit, cette communauté, oui, nous tient. Ça nous empêche d'évoluer, de faire l'expression de notre volonté à travers les autorités. Vous avez dit, le président Félix, bon, tout le monde a critiqué, il a fait beaucoup de voyages. Il est allé là-bas, il est allé très inspiré, où il voulait avoir un mode de gestion. Mais nous pensons aussi qu'il est président de la République.
il peut s'inspirer. Il n'est pas obligé de tout copier ou de tout gober, mais il peut avoir la baïonnette intelligente. Ça veut dire, ce qui est important, donner au peuple ce qu'il va nous donner. Jean Gobal, que j'appelle affectueusement Yajan, est-ce possible pour nous aujourd'hui de monter de nous-mêmes sans cette communauté internationale, sans ce puissant du monde? Vous êtes le Congo, l'équilibre du monde du point de vue du réchauffement climatique. Vous avez, je crois, le bassin de la forêt du Congo. Vous avez ça dépend pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, c'était la bombe atomique. Là, c'est Chikolombo où on a pris cette mine pour aller. C'est le Congo. Aujourd'hui, avec le téléphone, avec du cobalt, du coltan, c'est le Congo. Nous sommes tellement au cœur des enjeux que tout est puisé chez nous. On aime le Congo, mais pas le Congolais. Qui viendrait développer un pays où vous êtes à la merci de puissants? Willy avait parlé de la décolonisation mentale. Hein? Ça doit arriver, mais ça vient par l'instruction. Il faut que je te dise, Peter, moi je crois que Dieu a déjà créé le Congo, un peu comme au commencement. Il a créé le premier jour, il a créé l'eau, etc., la lumière, et puis le dernier jour, il crée l'homme. En fait, l'homme congolais n'est pas encore créé. Dieu ne l'a pas encore créé, il a mis déjà le territoire, le terrain, le Congo, il a mis déjà en place. Mais je t'avoue que je crois fermement que cet homme-là, il viendra. L'homme qui viendra avec le pouvoir spirituel, le dirigeant de Dieu, il viendra. Il va tout changer, t'en fais pas. Quand il est venu, il avait le bâton, c'est-à-dire que il faut que l'on voit que ce gars, il dirige avec le pouvoir de l'Éternel. Il faut que l'on voit ça. Et tu sais, moi, je pense même que vos histoires de puissance internationale, j'y crois pas. C'est-à-dire, Peter, Zanabete, on a le mal. C'est-à-dire, oui, nous devons arriver, le pouvoir spirituel. Ah oui, c'est-à-dire que drone na kaka. Mais pouvoir na bazoka en petit temps ba na colonisation na makambu ba pesa biso ba biloko ba zo pe pouvoir. T'en fais pas, mais les choses sont en train de retourner au yokite bikego ko zonga. Makambu zo zonga, ezokoka. Mais tout ça quand même conscient que tout ça na pouvoir moko dessus ya biso et ça biso penato émerger. Et considérer que Congo neti mboka moko fo les zones de libre échange ndenge ba créer. Dans kona lobité que tata kinda. Ngam na tindio na makasi na ngai. Comment pasteur? Je crois en Dieu makasi. Ngam na mona ne na kula ga mamarga ba Abraham. Tenga ba te mochanga maboko no de te. Tu sais, je suis allé dans Mujimai. Na mantanga ya tipa ser nanga tellement ser alelaki na lembi loboko na lokolo na bimi na lupango donc na otambola bongo kona atu na nkolo obakisi ki nzambe ndenga na kombe yo okoma nzambe deux fois oko gagner nini na ya okomela boye koto na beta turti na bongi na nzela. Moi je prie de ce Dieu là où il y a que la lumière soit et la lumière fille, moi, comme au soit ce Dieu-là. Et quand je dis que je crois mon konzo, je crois et je sais qu'ils appellent qu'à la peine. Parce que ces puissances-là, il ne faut pas que puissance est bimi côté kuna. Tu sais que les Américains savent que la puissance de Dieu, c'est qui t'a ils savent ça. Mais Moutou a mon n'a bimité. Tout c'est là. Kalaté. Ok, pour finir, Willy, par rapport à cette question de... Non, la question des puissances, évidemment, tout a été dit. Mais quand je me promène à l'extérieur du pays, j'entre dans beaucoup de bureaux, jamais je n'ai vu quelqu'un dire que le Congo, là, c'est à nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un revendiquer être propriétaire du Congo à l'extérieur du Congo. Nous sommes dans ce qu'on appelle les trafics d'influence. C'est vrai que
il existe des multinationales, mais ne mystifions pas la puissance. On a suivi ça. On a suivi Sarkozy dire qu'on doit partager les richesses. Non, c'est normal que là où il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'ambition et que les gens demandeurs viennent. Mais je crois qu'il ne faut pas mystifier. Il n'y a pas en Europe ou en Amérique ou en Asie des gens qui estiment que ce Congo-là est à eux. Non, ils ont mis en place un système pour nous convaincre, nous, que le Congo n'est pas à nous. C'est nous qui sommes convaincus qu'il n'est pas à nous. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas dire que c'est à eux. Ils ne l'ont jamais possédé en réalité. Là, tout dépend de la manière dont nous-mêmes nous construisons notre propre intelligence intérieure. Si nous sommes unis, si nous sommes un peuple conscient, avec des dirigeants responsables, les autres vont nous voir comme une unité et ils vont négocier avec nous de la bonne manière. Mais si nous sommes désunis comme aujourd'hui, où n'importe qui, avec un peu de pouvoir, pense qu'il peut vendre la partie qu'on lui a accordée de gérer, c'est comme ça qu'ils sont très contents, parce qu'ils savent qu'en divisant les Congolais, nous régnons sur cet État. Les Congolais ont été forts en 60, ils ont dit non, l'indépendance immédiate, ils l'ont obtenue. Quand nous sommes unis, quand nous voulons une chose, nous l'obtenons. La chose la plus difficile aujourd'hui, c'est de réunir dans ce pays, dans la classe politique, un consensus sacré. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les gens se battent contre les autres, d'autres gèrent contre les autres. On ne parvient pas, dans la différence d'approche, de trouver la ressemblance d'unité. Il n'y a pas. Comme à la table ronde. Comme à la table ronde. Donc je crois que c'est tout par là je vais terminer. Le rôle aujourd'hui revient au chef de l'État. C'est lui qui doit construire les conditions pour la mobilisation des intelligences nationales. Il doit être capable, là où il est, quels que soient les camps des gens, être capable de savoir que je peux utiliser n'importe quel Congolais dans l'objectif du Grand Congo. Il peut le faire, le gouvernement est appelé à le faire. On ne dirige pas un peuple contre lui-même, on dirige un peuple pour son progrès. Et si nous réussissons en abandonnant évidemment nos différentes identités paroissiales, parce que cela, nous pensons, non, moi je suis de tel, je ne peux pas parler avec tel. Non, il existe deux choses qui nous unissent aujourd'hui. Nous avons un espace commun, nous sommes contemporains. Ça signifie que je ne peux parler qu'à peut-être Tchani aujourd'hui. Même si je suis congolais comme Lumumba, mais Lumumba n'est pas là. C'est celui qui est avec vous aujourd'hui et maintenant qui constitue votre propre devoir. Donc nous sommes les Congolais contemporains de 2022. Nous avons intérêt à ce que les Congolais qui vont nous regarder en 2060 disent qu'en 2022, il y a eu quand même un déclic. Je crois que, maman, ce qu'il a dit, je crois que le Congo est un pays vraiment prophétique. Je crois en cela. Je crois que les hommes de Dieu vont aussi éclater leur paroisse pour devenir vraiment des serviteurs de la parole et de la lumière. Nous allons jouer notre rôle parce que tout est prêt. Nous avons un État, nous avons des richesses, nous avons l'histoire. Il ne manque que l'homme. Il n'y a que lui qui manque. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous. Aujourd'hui, on peut montrer à la face du monde qu'on peut avoir des débats importants, sérieux. Mais ce que je demanderai vraiment aux invités, de vous rendre disponible à tout moment que je vais vous appeler, parce que il arrive des moments où je suis quand même un peu fatigué de recevoir des gens qui grondent sur le plateau. On veut des débats comme ça qui peuvent apporter quelque chose aux Congolais, parce que comme vous le dites, finir sur cette note d'espoir. On a quand même eu des acteurs politiques qui se sont mis sur la table pour dire aux Blancs que table ronde indépendance aujourd'hui immédiat. On a été le premier pays de l'Afrique noire à aller à la Coupe du Monde. 74, c'était ici à Lié Foreman. Il n'y a pas que du mal au Congo. Voilà. Il y a de bonnes choses. Il faut se repérer, dire aux Congolais qu'on n'est pas la risée du monde. On peut se relever. Et on va se relever. Comme Jean Goubal l'a dit, j'y crois fermement. Et soyez disponibles de temps en temps. Nous avons un Dieu, nous avons des âmes. Soyons seulement conscients de l'avenir de chacun. Soyons des humains, pas des hommes. Et ça peut changer quelque chose. Et évitons le provisoire. Mais allons à ce qui est à long terme. Évitons de voir 2023. Mais voyons qu'est-ce qu'on laissera à nos enfants dans 2050, 2100. Parce que le plus important, ce n'est pas de mourir riche, de mourir digne. Qu'avez-vous fait sur la terre des hommes? C'est ce qu'on retiendra par les richesses. Merci à Jojo Mulumba
à Réveil Coupa, à Emmanuel, à Fia Lungeye, ainsi qu'à Florent Bontapi. Nous allons nous retrouver, je crois, dans une ou maximum 2 semaines. Je vais faire un effort parce que c'est une émission qui sera, je crois, un quinzomadaire qui viendra peut-être 1 ou 2 fois seulement le mois avec des sujets précis et les mêmes invités pour creuser. Mais je crois que cette fois-là, ce sera sur le système éducatif, parce qu'on doit quand même parler d'éducation, voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas pour l'avenir de nos enfants, pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Hommage à tous les héros nationaux, les martyrs de l'indépendance, les pères de l'indépendance, mais aussi clin d'œil à celui qui nous avait quittés 2 jours avant. C'était un 2 janvier. Il s'appelle le vaillant Mamadou Ndala, pour qui je tire mon chapeau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.